Québec, les premières années en enseignement sont marquées par la précarité. C'est un passage obligé avec la suppléance et les contrats de courte durée avant d'atteindre plus de stabilité sur le plan professionnel. Quand les nouveaux enseignants arrivent dans ma commission scolaire, qui ont enfin un contrat, que ce soit à temps plein ou à temps partiel, moi, ce que j'observe, c'est qu'ils sont heureux, on sent vraiment leur enthousiasme. Mais rapidement, ça semble pas facile pour eux. Puis il faut se le dire, les nouveaux enseignants ont souvent des tâches éclatées. Et ça, c'est très exigeant à plusieurs niveaux sur le plan professionnel. J'entends souvent les enseignants dire « j'ai l'impression de rien savoir, je savais pas que ce serait si lourd, je savais pas que je travaillerais autant ». Ils se posent beaucoup de questions aussi en lien avec la gestion de leur classe, l'évaluation des élèves, l'intervention auprès des élèves en grande difficulté. Et pourtant, tous ces sujets-là ont été vus à l'université. Présentement, ma réalité, c'est j'enseigne en fait dans 2 écoles différentes, dans 4 niveaux différents. Donc, j'enseigne en multiniveau 3e, 4e année, 4e année, 5e et 6e année. J'ai des planifications différentes à tous les jours. J'ai du matériel différent aussi à tous les niveaux. La première chose que j'ai constatée, c'est qu'il me manquait beaucoup d'informations. Quand on arrive en suppléance, on doit apprendre les horaires différents des écoles, les différents codes de vie, les systèmes qui se rattachent en cas de manquement dans ces codes de vie-là, les codes de photocopieurs, comment on entre dans l'école, comment on se fait débarrer la porte pour entrer dans les classes. Donc, quand j'étais en stage, je savais comment organiser des activités, je savais comment planifier, je savais comment gérer ma classe, je me sentais vraiment compétente. Par contre, quand arrivent les remplacements un peu plus longs, il y a des milliers de questions qui nous viennent en tête. On se questionne à savoir comment je vais construire l'évaluation, comment je vais planifier l'évaluation de celle-ci, comment je vais les corriger, comment je planifie à long terme, comment je mets en place toutes les informations qui sont dans les plans d'intervention. C'est moi qui venais de compléter un baccalauréat de 4 ans dans ce domaine-là et pourtant, j'avais l'impression que j'avais tout à apprendre de ce métier-là et j'étais quand même responsable de l'apprentissage d'une vingtaine d'élèves. Quand on écoute les enseignants débutants parler de leur expérience d'insertion, on sent vraiment la rupture qu'ils vivent dans le passage de la formation universitaire aux premières expériences en carrière. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, les écrits scientifiques sur l'insertion professionnelle vont exactement dans le même sens. On parle de quoi? On parle de survie, de choc de réalité, le décrochage chez les jeunes enseignantes et enseignants. Mais les tâches qu'on leur offre sont lourdes. D'ailleurs, en enseignement, contrairement à plusieurs autres professions, c'est très difficile d'aménager une tâche pour les profs qui soit en correspondance avec leur degré d'expérience. Ils ont des tâches aussi difficiles que les expérimentés et même parfois, ils ont des tâches plus complexes. Pourquoi? À cause du processus d'affectation actuel qui fait en sorte que ce sont les derniers arrivés qui héritent des tâches les plus lourdes. En 6e année, comme je suis là 2 jours, j'ai des plus grosses matières enseignées. Donc, j'ai la résolution de problèmes, qui est un examen du ministère à la fin de l'année, la lecture, qui est également un examen du ministère à la fin de l'année, l'univers social, les sciences et aussi quelques modules de mathématiques. Donc, tout ça en 2 jours fait en sorte que je dois vraiment savoir où je m'en vais, être concise dans mes apprentissages, puis être très organisée. Et l'entourage du débutant, qu'on pense à la direction d'école, les parents, les collègues, bien, tout ce monde-là a à l'égard du débutant les mêmes attentes qu'à l'égard de l'enseignant qui a 20 ou 25 années d'expérience. C'est comme si on attendait du débutant qu'il soit expert avant de commencer. Ouais. Donc, je blague, mais d'une certaine façon, c'est dans la mission de l'université de former le plus possible à l'expertise. C'est quand même une formation de 4 ans en pédagogie, en didactique, avec un stage en milieu de pratique de 700 heures. C'est pas rien. Et malgré tout, malgré la meilleure formation qu'une université pourrait offrir, bien, c'est impossible de faire le tour, l'éventail de toutes les réalités possibles à affronter quand on débute dans le métier. Au fond, on perd de vue que l'insertion professionnelle est une phase d'apprentissage. Si on prend ça du point de vue de l'apprenant, il n'y en a pas de rupture parce que l'apprentissage se poursuit. Il continue dans des conditions différentes. Il faudrait d'ailleurs voir l'insertion d'un autre œil, c'est-à-dire les difficultés que les débutants rencontrent. Ce n'est pas parce qu'ils manquent d'expertise, mais voyons-les comme des occasions d'apprendre le métier. Exactement. En prenant appui sur les ressources du milieu, je pense par exemple à un mentorat.
Je me souviens quand j'ai commencé à enseigner, quelqu'un était là pour moi. Pour répondre aux besoins des enseignants débutants, ma commission scolaire a mis en place, dès 2004, des ateliers de formation pour les nouveaux enseignants. Ces ateliers-là sont très populaires, sont généralement très appréciés, mais nous, ce qu'on a constaté, c'est qu'ils ne permettaient pas de rejoindre chaque individu. Ils ne répondaient pas nécessairement aux besoins personnalisés des enseignants, à leurs propres besoins de développement professionnel. Alors, on a décidé de mettre en place un programme de mentorat, de favoriser l'accompagnement entre les enseignants d'expérience et les enseignants débutants. On voulait créer un programme qui permettrait un peu mieux aux débutants d'apprendre leur métier. Le mentorat, c'est une rencontre entre deux professionnels, une vraie relation d'égal à égal. C'est un collègue, une collègue, où on travaille ensemble, on échange, on apprend ensemble finalement. Le mentorat, pour moi, c'est avant tout une relation de confiance. Il faut être capable de se parler des vraies choses en toute confidentialité. Moi, je ne suis pas là pour évaluer. L'évaluation pédagogique, ça relève surtout de la direction, pas du mentor. Pour être un bon mentor, ça demande une bonne écoute, une ouverture à ce que vit le mentoré. Ça demande aussi de prendre le temps dans cette relation-là, prendre le temps d'écouter, prendre le temps de sentir ce que vit la personne qu'on accompagne. Quand on pense au mentor, on pense d'abord à un collègue aidant, un collègue qui tient compte des besoins affectifs et techniques. Un collègue, par exemple, qui écoute le mentoré, un collègue qui se rend disponible pour discuter avec lui, un collègue qui partage même ses outils d'évaluation, sa planification, etc. Alors ça, c'est un bon départ, c'est un bon départ en soi, mais je ne pense pas qu'il suffit au mentor de livrer tout son savoir d'expérience au débutant, de lui dire tout quoi faire, de tout lui donner ses conseils pour que le débutant apprenne vraiment son métier, apprenne vraiment à développer sa propre expertise, tout à fait. Donc, c'est ce qui fait qu'on a voulu passer d'un modèle du collègue aidant à un modèle qui soit davantage réflexif. Puis le défi dans le mentorat réflexif, c'est un peu le même défi qu'on rencontre dans les programmes de formation à l'enseignement, en fin de compte. C'est le défi de l'intégration. Comment on favorise l'intégration de pratiques efficaces, adaptées, que ces pratiques-là soient issues de la recherche ou proposées par des enseignants expérimentés. Et un des facteurs en jeu dans l'intégration, c'est vraiment la façon dont une personne va comprendre et interpréter les situations dont elle fait l'expérience. C'est pour ça que ça va être important, dans le mentorat, de prévoir dans les échanges un espace réflexif. Un espace, finalement, où le mentor et le mentoré vont pouvoir discuter des difficultés que le mentoré rencontre ou même juste de situations qu'il vit pour apprendre de ça. Oui. Dans le projet, ça nous semblait réducteur de concevoir le mentor uniquement comme un pourvoyeur de solutions. Le mentor, c'est un collègue qui, avec les années, a développé une perspective sur l'enseignement de l'intérieur même de sa pratique quotidienne et des enjeux que ça soulève. Et dans ce sens-là, le mentor est vraiment un interlocuteur privilégié pour co-construire avec le mentoré le sens de la pratique professionnelle et pour l'aider à enrichir son répertoire d'action. En fait, la vraie question, c'est comment, comme mentor, je peux me servir de mon savoir d'expérience pour poser les bonnes questions, puis éventuellement soulever des pistes, en fait, des pistes qui seront pertinentes à la réflexion du débutant, la réflexion qui va aider cette personne-là à trouver ses propres solutions et non pas les miennes. Tel qu'on l'a conçu, le mentorat réflexif est fondé sur un principe d'alternance entre deux grandes fonctions dans l'accompagnement, l'expertise et la facilitation. Pratiquer l'alternance, c'est partager mon savoir-faire comme mentor, mais c'est aussi faciliter chez le mentoré l'émergence d'un savoir-faire personnalisé en lien avec son identité d'enseignant. Plus on pratique l'alternance et plus la relation mentorale devient une relation de coopération
qui bénéficient tout autant aux mentorés qu'aux mentors. Pour moi, mon rôle de mentor réflexif, c'est de faciliter l'analyse des situations à deux. C'est aider la mentorée à décortiquer la situation, la déplier, l'analyser, mais de son point de vue à elle. C'est sûr que la mentorée demande beaucoup de conseils. Elle sollicite mon expérience, mon expertise, et c'est normal. Mais quand on échange, j'essaie aussi de l'amener à réfléchir sur sa façon à elle de voir les choses et non pas uniquement sur ma façon de faire à moi. C'est ça qui est intéressant finalement, c'est d'aller voir ce qui se cache sous son questionnement, sous ses interrogations, sous sa réalité finalement. Je trouve que le défi avec le mentorat réflexif, c'est de maintenir l'accompagnement dans ce que j'appelle une juste alternance entre l'expertise et la facilitation. Pour répondre aux besoins du débutant, bien sûr, mais pour mobiliser sa réflexion professionnelle. Puis quand un débutant est dans le mode survie, est en urgence, bien, ça ne va pas de soi pour l'enseignant mentor, l'enseignant expérimenté, de se retenir, de donner des conseils, de dire aux débutants quoi faire. Puis ça ne va pas de soi non plus pour un mentor de mettre en mots ce qu'il est beaucoup plus habile à faire dans le quotidien auprès des élèves. Donner accès à un enseignant débutant sur la façon dont on a construit ses routines avec les années, c'est difficile. Et pourtant, c'est ce qui permet aux débutants de voir que c'est plus qu'un truc ou une recette. Pour instaurer un programme de mentorat réflexif, il devenait important que l'organisation scolaire soit partie prenante, car ça exigeait de mettre en place des conditions facilitantes, comme par exemple de proposer une formation à l'accompagnement réflexif pour nos mentors. C'est en collaboration avec la Commission scolaire des Patriotes que l'Université de Sherbrooke a soumis l'idée d'un chantier 7, une subvention du ministère de l'Éducation, pour mettre en place un programme de formation au mentorat réflexif. Et dans mon milieu, c'est le sous-comité à l'accompagnement professionnel qui pilote le programme de mentorat. Sur ce comité-là siègent différentes personnes, autant du côté syndical que patronal, mais ce sont eux qui, ensemble, ont décidé d'aller de l'avant avec le projet de formation des mentors et qui ont décidé de dégager un budget permettant de libérer les participants. Donc, on a formé 20 personnes à la première cohorte durant 6 journées et à la cohorte 2, c'est 17 personnes qui ont été rencontrées durant 4 journées. Le programme lui-même a été élaboré en collaboration, donc avec la conseillère pédagogique, avec une enseignante mentor de la commission scolaire, bien sûr, ma collègue Marie-Josée Dumoulin et moi-même. Les thématiques qu'on a abordées sont les réalités de l'insertion professionnelle, l'établissement de la relation mentorale dite de coopération, l'éthique et la confidentialité, les composantes d'un accompagnement réflexif et plus particulièrement l'alternance entre l'expertise et la facilitation. Les approches pédagogiques préconisées ont été de l'analyse de pratiques professionnelles, des récits de pratiques, de même que des études de cas, mais toujours basées sur l'expérience des enseignants-mentors. Et il y a une difficulté plus importante qu'on a rencontrée dans la mise en place de ce projet de partenariat-là, c'était celle de convaincre les participants à assister à plusieurs journées de formation. Ce qu'on me disait, c'est pourquoi j'assisterais à une journée de formation? J'ai l'expérience du métier, je suis expérimentée, j'ai déjà eu des stagiaires dans ma classe, donc pourquoi être formée sur l'accompagnement mentoral? Mais tout au long des rencontres, puis particulièrement lors du bilan, les participants nous ont clairement exprimé l'idée que oui, c'était important de prendre le temps de s'asseoir, de réfléchir à son rôle de mentor réflexif pour vraiment avoir une belle influence sur le développement professionnel des enseignants débutants. La formation au mentorat réflexif m'a permis, je crois, de mieux guider mon questionnement, de faire ressortir sa couleur à elle, à ma mentorée, sa vérité à elle, sa réalité en fait, ce qui la conduira, je l'espère, à bâtir son propre savoir d'expérience. Avant, je posais des questions directes à ma mentorée qui faisaient que la question camouflait la réponse. Aujourd'hui, je questionne de mieux en mieux.
J'essaie d'être la spécialiste plutôt de la bonne question que de la spécialiste de la bonne réponse. Quand on a dressé le bilan de ce projet, on a constaté que les retombées allaient bien au-delà des enseignants mentors et des enseignants débutants. On a vu des retombées plus indirectes cette fois sur plusieurs acteurs du milieu scolaire. Alors, on a contribué à l'élaboration du programme, on est en confiance avec le programme. Ça nous permet de guider les gens vers ce programme-là. On sait que c'est des enseignants en exercice, les mentors, qui vont guider les jeunes enseignants vers le chemin qui va les conduire à développer, en tout cas à trouver là, leur personnage à eux d'enseignants. Alors, les bénéfices sont, on fait ça simple, là. Le jeune enseignant, il s'insère dans la profession, il y reste. On a des observations, des indices que c'est le cas. Et puis, les plus vieux d'entre nous, bien, on comprend qu'eux autres, ils peuvent partager l'expertise, en tout cas, profiter de cette expertise-là, en faire profiter les novices. Il y a quelques enseignantes à l'école qui ont participé à la formation sur le mentorat réflexif et ça a eu des bonnes retombées dans le milieu. Depuis ce temps-là, toute l'équipe école est beaucoup plus sensibilisée à l'insertion professionnelle des nouveaux enseignants qui débutent. Il y a une nouvelle attitude dans le milieu, il y a une attitude de coopération à l'égard des nouveaux enseignants. Il y a un souci d'accompagner les nouveaux enseignants qui arrivent. De mon côté, comme direction, bien, j'ai la vision de quel doit être le rôle du mentor, mais j'ai aussi le souci d'accompagner les enseignants en début de formation. Donc, j'essaie de favoriser le mentorat réflexif dans l'école. De mon côté, en tant que conseillère pédagogique responsable du programme de mentorat, ce projet de partenariat-là a eu un impact important sur mon développement professionnel. Avant, quand on a mis en place le programme, moi, je ne me sentais pas du tout apte, solide à former des mentors, à accompagner des accompagnateurs. Maintenant, parce que j'ai contribué à l'animation des rencontres, à leur planification, au bilan du projet, parce que j'ai créé des outils avec eux, bien maintenant, je me sens vraiment plus solide. Et dans mon milieu actuellement, c'est moi qui donne 2 journées de formation aux nouveaux mentors, année après année. Donc, en ce sens, même si le projet est terminé, il continue de vivre par le biais de mon travail de responsable du programme de mentorat. Dans ce projet, nous partageons cette perspective à l'effet que les premières expériences en enseignement constituent réellement une phase d'apprentissage professionnel. Et jusqu'à un certain point, les bonnes raisons qui nous incitent à prévoir des mesures d'accueil et un accompagnement lors de la formation initiale demeurent pertinentes dans le contexte de l'insertion professionnelle. Miser sur la collaboration des personnes mentors et mieux encore, leur offrir une formation au mentorat réflexif, c'est un investissement qui en vaut la peine. C'est cela aussi contribuer à la professionnalisation et à la valorisation de l'enseignement.